Mais bref, on avance. Tiens, quatrième joueur du jour, on peut aller sur De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, 36 minutes par match, 74 matchs pour De'Aaron Fox en 2024, 98 de true shooting plus, donc moins 2% relatif à la moyenne d'efficacité. On va en parler sur 31% d'usage, un volume de star. Pour te lancer, on est un peu à l'image des Kings en général, c'est-à-dire une saison peut-être un peu décevante après 2023. Ouais, en réalité, il y a eu en début de saison, on s'est dit waouh, De'Aaron Fox, il a ajouté du pull-up, en plus il les rentre, du coup ça va ouvrir plein de trucs. Et du coup, t'es là, tu te dis super, du coup au cercle, ça a dû être toujours aussi fantastique que l'année dernière. Et tu regardes les chiffres au cercle et tu dis pas du tout en fait, parce que du coup, il est passé de 77 à 67% de réussite au cercle. Le shooting fall percentage, il s'est aussi cassé la gueule, il est passé de 14 à 10%. Et la fréquence, elle est passée de 24 à 19. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui a bien mieux se passer? Et en fait, il s'est passé un peu ce qui s'est passé pour tous les Sacramento Kings, c'est que les équipes, elles ont regardé les matchs de la saison dernière, et elles se sont dit, en réalité, c'est une attaque qui fonctionnait très bien l'année 1, mais qui a pas non plus une diversité incroyable en termes d'attaque. Et je trouve que le pick and roll Sabonis Fox, c'est un peu un bon exemple parce que donc Fox est gaucher et c'est un joueur qui va énormément sur la gauche, donc surtout pour finir. Donc, par exemple, les défenses vont essayer d'un peu le pousser sur la droite, et ce qui va se passer, c'est que Sabonis va faire un peu des Gortat screens pour permettre à Fox de toujours repasser sur la gauche. Mais t'as un peu ce truc-là si jamais Fox il peut pas repasser sur la gauche, qu'est-ce qui se passe et du coup, ce qui se passe, c'est que s'il peut pas finir sur la gauche, il fait un peu ces turnaround jumpers qui prend du coup en se retournant vers la droite avec sa main gauche, mais du coup, c'est déjà moins efficace qu'un tir au cercle, et puis ça a plus de variance, c'est un peu plus difficile, quoi. Et du coup, t'as ce premier truc-là c'est pas unidimensionnel, c'est pas un driver unidimensionnel, mais c'est pas non plus un porteur de balle et un driver qui a une grosse diversité de finition, je trouve, qui a 2-3 un petit peu contre-move à ses limites, mais c'est pas non plus incroyable. Et l'autre truc, c'est qu'en plus, sur drive, il passe pas énormément. C'est, en termes d'assist percentage sur drive, c'est au niveau de Cam Thomas. Bon. c'est pas une référence en termes d'assist sur drive, quoi. Donc, je trouve qu'en réalité, il arrive à faire des choses très bien il y a quelques moves qui sont inarrêtables, plus des contre-moves, mais ça s'arrête un peu là, et je trouve que ça illustre bien ce qu'est Sacramento en réalité. C'est un peu l'histoire de la saison des Kings, c'est-à-dire que on a affaire à une équipe qui était élite parce qu'il y avait un certain schéma. Le problème, c'est que ce schéma fonctionne surtout sur le mouvement et sur le collectif et sur ce genre de choses, mais il n'y avait pas un aspect implacable, en fait. Et c'est un peu le truc, c'est que, en fait, les équipes ont pu stopper. Alors que, tu vois, une équipe comme Dallas, ça fonctionne sur notamment les drives de Doncic. Tu peux pas t'ajuster. Enfin, tu peux essayer, mais même si tu mets 4 mecs dans la raquette pour boucher la raquette, Doncic, il va tout de même aller au panier, il va tout de même faire son drive, arriver dans la raquette et ensuite faire le driving kick. J'exagère un peu, mais il y a un peu cette notion avec des joueurs d'élite et attaques d'élite parfois d'éléments un peu implacables, inarrêtables, malgré tout, malgré l'obstacle, on peut passer à travers. Les Kings, c'était pas ça. Les Kings, c'était surtout ce mouvement, c'était surtout ce collectif qui était hyper bien huilé, le fameux dribble and off avec Kevin Huerter et Sabonis, le jeu à deux avec Sabonis et Fox aussi de son côté. Mais c'est vrai qu'on a vu que là, justement, on a beaucoup parlé sur le Basket Lab déjà, on l'a fait en mars, on l'a fait dans les bilans 2024, mais il y a cet aspect où les équipes, elles ont juste vu, on se fait avoir sur des cuts, on se fait avoir sur des dribble and off, on se fait avoir sur ce mouvement et on concède beaucoup de tirs au panier. En fait, juste, on va zoner autour du panier, on va boucher l'accès au panier, et puis voilà, et ça va marcher. Et ça a marché pourquoi ? Parce qu'une fois que tu bloques l'accès au panier, tu peux faire tout le mouvement que tu veux dans le périmètre. Le décalage, tu peux avoir un décalage dans le périmètre, mais qui va pas aboutir parce que tu as un mec sous le panier qui est prêt. Et ça a été un peu l'antidote parfait contre les Kings de cette année. C'est ce qui fait que l'équipe a chuté depuis première de NBA en attaque dans la moyenne, à peine dans la moyenne de NBA, parce que l'accès au panier était bouché. Les équipes se sont adaptées, comme tu as dit, elles ont fait du scouting et donc elles se sont bien adaptées. Et donc, en fait, tu as privé un peu ce qui faisait le sel de cette attaque, c'est-à-dire générer des paniers faciles au niveau de la raquette. Ça, c'était plus là. Et donc, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est que l'attaque des Kings est devenue à peine moyenne.
Ça dépend aussi, comme je disais, de ce côté implacable ou pas de ces têtes d'affiche. Et en l'occurrence, Sabonis, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Sabonis, pourquoi Sabonis, c'est pas Jokic? Parce que Sabonis, c'est le passing de dribble and off, la plaque tournante, mais il n'y a pas le scoring un peu à volonté, malgré tout. Donc voilà. Et puis Fox, je pensais pas que ça serait à ce point, mais on a vu un peu ça aussi. C'est-à-dire que, quand il y a un jeu dans le périmètre, quand il y a un drive de Fox, quand il y a une isolation, pareil, on fait venir des mecs dans la raquette. Et Fox, c'est pas un driver de top niveau, de premier chapeau. Et donc, ça a été plus compliqué pour aller au panier, très simplement. Mais tu vois, il y a un peu ce thème général, je pense, après, ça dépend comment est-ce qu'on voit vers moitié vide, à moitié plein, mais bonne surprise l'an passé. Et c'est les schémas qui ont bien aidé. Sauf qu'une fois que ces schémas, tu les bloques, il y a plus ce côté, malgré l'obstacle, passer à travers. Comme on a souvent avec d'autres équipes d'élite ou d'autres attaquants d'élite. Avec les Kings, on l'a pas, et notamment avec De'Aaron Fox, on l'a pas eu trop non plus, en fait. Non, c'est parce que je pense que oui, ils sont arrivés au bout du schéma qu'ils pouvaient faire. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que si l'attaque était moyen et passée de élite à moyen, c'est pas seulement la faute des schémas, c'est parce qu'en fait les schémas qui ont bien fonctionné en 2023 et qui ont moins bien fonctionné en 2024, ils ont été mis en place parce que les joueurs étaient limités. Et en fait, ça a très bien fonctionné parce que ça a caché un petit peu les limites des joueurs sur 2023. Et une fois que donc les schémas les ont un peu mis en avant et les ont mieux fait rayonner. Et une fois les équipes se sont habituées au schéma des Kings, les joueurs retournent peut-être plus à leur vraie valeur, qui est du coup, un peu plus moyenne que celle de ce qu'on avait pu estimer l'année d'avant. Et je trouve que la fréquence au cercle et l'efficacité au cercle qui se casse la gueule, en plus de, tu vois, la perte d'efficacité, de la manière de récupérer les fautes, le shooting fault percentage, ça montre plutôt ça, surtout quand tu vois que c'est un des meneurs qui fait le moins de passes décisives et qui est le moins orienté sur la passe, qui est, 32 sur 56 à l'efficacité sur drive, aussi passeur que Cam Thomas. Donc bon, il y a ça, moi, qui me pose un peu question. Dans les autres trucs un peu négatifs, moi je me demandais s'il y avait une vraie synergie avec Sabonis, ou si Sabonis en fait il avait pas plutôt une synergie avec le reste de l'effectif, avec les Werther, les Barnes, les Murray, mais qu'en réalité les deux, je sais pas si la synergie est en réalité si bonne que ça des deux, et en fait est-ce que c'est pas plutôt l'écosystème qui tourne bien autour de Sabonis, et les deux sont pas forcément genre très synergiques. Mais il y a un truc qui fait bien, et je pense que depuis tout à l'heure on est assez critique, donc il faut aussi un peu mettre en lumière ce qui fait bien, c'est peut-être un des plus gros moteurs de transition de NBA. Je crois que il fait partie des 3 seuls joueurs qui finissent plus de 6 transitions par match. Les 2 autres, c'est Jaylen Brown et Giannis, je crois. Donc déjà t'as ça, et c'est aussi un playmaker défensif, dans le sens où c'est pas forcément un bon défenseur, mais il provoque quand même un certain nombre de pertes de balles, et il a un steal percentage qui est entre guillemets élevé, pas le plus haut, mais c'est entre guillemets élevé. Et du coup, la fréquence de transition est beaucoup plus grande quand il est sur le terrain. Donc voilà. Il y a aussi des trucs positifs en attaque, mais c'est en transition. Que lui-même crée, mais ça reste de la transition. Et là où on a plus de doutes et de limites assez évidentes, c'est sur le demi-terrain, quoi. Il y a plein de trucs intéressants, en effet, tout de même en attaque. Mais c'est vrai que tu vois, le moteur en transition, on le voit assez bien sur les chiffres. Alors, je vais pas prendre le on-off, le différentiel avec et sans, on prend juste le on-court. Ouais. Donc, juste quand il est sur le terrain seulement, la perf de l'équipe, plutôt qu'avec et sans. On est 88e centile quand il est sur le terrain en termes de fréquence de contre-attaque. Donc, on est mieux que 88% des autres joueurs à son poste en termes de perf quand lui est sur le terrain. Donc, oui, on a ce vrai truc qui, à mon avis, permet aussi aux Kings de continuer à être une bonne attaque, mine de rien. Mais oui, de l'autre côté, c'est vrai que voilà, c'est pas de sa faute. C'est juste que les Kings ont été tellement bons que le contre-move est venu, le contre-move de bloquer l'accès au panier, de faire des rotations très tôt dans la possession au panier ou très agressivement au panier, et ça a marché. Et tu vois, en drive, il est revenu en termes d'efficacité en fin de drive, layup plus lancer franc, il est 33e sur 57 au niveau des gros drivers à plus de 10 par match. Donc ça fait combien ça, 33 divisé par 57, on est autour du 40e centile, si je dis pas de bêtises, 42e centile, à peine mieux que 42% des autres gros drivers. Voilà, c'est vrai que idéalement on l'attendrait quand même beaucoup plus haut, parce que c'est aussi une de ses forces, cette vivacité, cette explosivité, et même au niveau de la finition, il est quand même devenu assez costaud, assez fort, même si tu as parlé un peu du côté main gauche, main droite un peu particulier, mais ça il le fait bien quand même, il le fait pas autant qu'au niveau d'élite, mais c'est quand même pas mal du tout, ce drive. Et surtout en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est pas utilisé en passeur dans cette équipe, il est surtout là en fait pour être la première étincelle, en espèce de créateur de décalage que ensuite le collectif va essayer d'exploiter.
Et tu vois, c'est pour ça que c'est pas le même rôle que si on le mettait dans je sais pas moi, tu le mets Onyx à la place de Brunson, il jouerait différemment. Là, c'est juste que son rôle est pas pareil. Donc le côté moins de passes, on prend en compte quand on mesure, mais je veux dire, c'est aussi spécifique à son utilisation, à mon sens. Mais voilà, c'est dans les points positifs tout de même, il y a ça, il y a ce côté transition, il y a le côté pull-up aussi, comme tu t'as un peu commencé à expliquer, où il commence un peu à développer le pull-up à 3 points et ce genre de choses. Bon, les résultats sont pas encore là, mais je pense qu'à terme, on pourra avoir un joueur hyper intéressant là-dessus, assez complet. Et même, je vais te dire, je me demande si est-ce qu'à terme, le meilleur plan, c'est pas justement l'utiliser un peu plus comme un passeur de pick and roll un peu plus particulier, un peu plus classique, pardon. Tu vois, juste, t'as la balle en main, t'es un porteur de balle classique, t'as tous tes pick and roll et tu fais l'attaque. Contrairement à actuellement où c'est un peu Sabonis qui est au centre de l'attaque avec en tant que plaque tournante, et lui, il est un peu à côté ou en parallèle, on va dire, où il y a aussi un jeu à deux entre deux, mais voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à ce côté un peu, j'aimerais bien le voir tester au révélateur du côté héliocentrique, plein de pick and roll, parce qu'en plus, là où c'est dommage, c'est que là, tu regardes ses chiffres, il est très peu passeur par rapport à son rôle, on l'a dit, mais c'est un mec, je sais pas si tu te souviens, mais deuxième année, troisième année, le mec sortait des passes de nulle part qui étaient d'un niveau assez incroyable, quoi. Et ça, en plus, c'est un truc qu'on n'avait pas vu à la fac. À la fac, il n'y avait pas ces flashs de génie de la passe, et pourtant, dans ses premières années, c'est un mec qui non seulement fait plus de passes, qui est plus passeur, mais avec des flashs assez impressionnants. Donc, j'ai toujours un peu regretté ce déclassement de son passing et son utilisation, en fait. Et maintenant qu'il a peut-être un pull-up qui va revenir, j'ai hâte de voir est-ce qu'on peut pas l'utiliser un peu plus en ball handler un peu classique de pick and roll, quoi. En fait, j'aimerais le voir avec un autre partenaire de pick and roll. Genre avec un rim runner, quoi. Pas avec un hub offensif qui attend la ligne à 3 points. Il fait pas que ça, hein, Sabonis, mais ouais, j'aimerais avoir avec, tu vois, une menace de lob, un petit peu même pour tester le foutre à côté d'un John Collins, juste voir ce que ça donne. Et en plus, on en a pas trop parlé, mais je pense que sa vitesse pourrait aider énormément là-dessus, quoi. Vitesse d'exécution, premier pas, vitesse balle en main, quoi. Donc ouais, et peut-être l'utiliser un peu plus en mode tester au moins l'héliocentrique dans l'héliocentrisme dans un 5-out. Là, le problème, c'est qu'il a jamais vraiment joué dans un 5-out non plus, quoi. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a parlé beaucoup de ces schémas qui vont pusher l'accès au panier. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'il n'y a pas de spacing. Hein. C'est peut-être un peu secrètement, enfin, c'est pas connu, mais il y a un spacing qui est mauvais, côté Kings, qui est un peu passé à l'as, et personne ne s'en est rendu compte parce que meilleure attaque de NBA l'an passé, mais en fait, c'était le mouvement, comme on dit. C'était surtout le mouvement. Et une fois que tu fais le contre-move au mouvement, c'est-à-dire on fige la raquette, il n'y a pas cet aspect de on peut te punir avec le shoot. Donc, paradoxalement, pour beaucoup peut-être, mais en fait, les Kings ont un mauvais spacing, contrairement à ce qu'on peut penser, et donc ce qui a aussi un peu handicapé son attaque à lui, tu vois, je trouve. Donc ça, c'est un peu dommage quand les schémas marchent pas et que tu as besoin juste de création pure. Un driver comme ça, dans pas d'espace, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je crois que tu as parlé un peu de son efficacité au panier, mais même en termes de fréquence. Non, tu l'as dit aussi. Je parlais des deux, ouais. Ouais, excuse-moi. Mais sa plus basse fréquence depuis des années, sa fréquence au panier. C'est-à-dire qu'il a même pas à 20% de tir au panier. Tu prends ces chiffres d'il y a 4-5 ans, en 2020, il était à 42% de ses tirs qui étaient pris directement sous le panier. Donc on a été du simple au double, quoi. Donc c'est un cas particulier on n'a pas trop parlé de la défense, mais qui est tout de même en défense, c'est quand même pas mal du tout. Pour le coup, je trouve que c'est peut-être un des seuls qui surnage défensivement dans cet effectif, qui a trop de compromis, trop de joueurs à compromis, notamment sur des postes importants, comme le poste intérieur avec Sabonis. Mais voilà, c'est aussi un mec qui on-ball depuis 2 ans, est quand même très très bon, coulisse assez bien, qui est assez grand, qui est assez costaud aussi. Et je trouve que une amélioration de cette année, c'est qu'il est très costaud, donc très costaud, des longs bras, ça coulisse très bien, très bonne défense on-ball, plus playmaking défensif d'élite, avec 2,4% de steal percentage, ça j'aime beaucoup aussi. Donc au final, voilà, c'est un peu utilisation particulière, joueur pas efficace cette année, malheureusement. Où est-ce qu'on projette ce package alors, dans le classement? Je l'aurais mis entre Darius Garland et Desmond Bane. Ouais, j'avais un peu ce point de repère de Garland qui lui aussi fait une mauvaise saison. Mais est-ce qu'on le met carrément au-dessous de Garland ou pas? Parce que Garland, c'est quand même chaud. Hein. C'est vrai que Garland, c'est chaud. Mais il y a le passing Garland, quoi. C'est vrai. Non, mais ouais, je pense qu'on est à peu près dans cette zone. Donc ce serait derrière Jamal Murray. Mais du coup, ça fait un énorme écart avec Sabonis, par contre. Il est pas un peu haut, Sabonis? Alors, non. Mais maintenant que tu le dis, en fait, si. En fait, c'est vrai que de base, ça me paraissait pas choquant, mais ouais, alors Sabonis, il est où? Je l'ai perdu, il est 31. Oui, 31 maintenant. 30-31, je sais plus exactement. Et donc, De'Aaron Fox serait 40.
Est-ce qu'on n'irait pas mettre Sabonis avec Hartenstein à la 43e place? Non, ça me fait bas quand même. Ça me fait bas. Non, mais c'est Est-ce vrai que qu'on ça fait si bas on que l'a un ça? peu placé de facto au-dessus de plein de créateurs, genre DeRozan, Harden, Jalen Brown, même tu vois, des mecs comme ça, en disant il est au centre de l'attaque, mais en même temps, l'attaque est plus forcément élite. Et en plus, Et il c'est coûte cher. aussi un peu de sa faute, parce que c'est lui qui est pas capable d'être comme on a dit, hein, le mec qui passait malgré l'obstacle, plus le compromis défensif qui fait perdre beaucoup de points. C'est vrai qu'il est très haut en fait, hein, on pourrait le descendre, ne Ouais. serait-ce qu'au moins au grand minimum au niveau de De'Aaron Fox. Oui, bah du coup, si on met De'Aaron Fox entre Darius Garland et Desmond Bane, il reste plus qu'une personne entre lui et Hartenstein. Hein. Donc oui, ça correspond à Ah ça. oui, c'est vrai, il est pas si bas que ça, Hartenstein. Oui, il est juste derrière, ouais, t'as raison. Ouais, donc en vrai, ça me va. Ça fait quand même un sacré déclassement en un épisode Ouais, bah pour après, c'est pour ça que tu m'as invité. Hein. Moi, je suis venu taper dans la... Moi, je suis le DRH au moment où la boîte est en train de couler, qui arrive et qui tape dans le grain. Bon alors attends, sérieusement, De'Aaron Fox, Ok. je suis presque tenté de le mettre, quoique au-dessus de Maxé, non, c'est pas politiquement correct non en 2024 de le mettre au-dessus de Maxé. Oh, si. Je sais pas, non quand même pas. Bon, on va les coller, Bah on va les attends, coller. Devant, Maxi, il a combien de true shooting plus par rapport à... juste dans l'idée, hein. je crois qu'il est à 98, un truc comme ça, non? Comme Donc il est au De'Aaron même Fox niveau. en finale, oui, c'est pour ça. Et sauf qu'il créait plus De'Aaron Ouais, mais Fox. en même temps, c'est un mec qui est, tu vois, volume, gros volume, même efficacité que De'Aaron Fox, mais qui lui est optimisé. C'est-à-dire qu'il y a un schéma qui est bâti autour de ça, donc son drive fait de la création, là où Fox, il est moins optimisé en ce sens, mais bon, disons que la vraie version de De'Aaron Fox, j'arrive plus à parler en fin d'épisode, la vraie version de De'Aaron Fox, c'est quand même beaucoup plus haut. Je trouve, elle pourrait aller largement gratter le vieux Harden, hein, pour moi, la vraie version de Fox. Bon, ok, mettons-le là. On va pas remuer ciel et terre. On va mettre à côté de Garland Jamal Murray, Maxey, Garland, Fox. Ok, ça marche. Et du coup, Sabonis. Et donc Sabonis, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on le met juste au-dessus de Fox. Au-dessus ou en dessous de Fox alors au final? Allez, en dessous. Comme ça, on le met proche d'Hartenstein. Non mais vraie question. Non, mais... toi, Fox et Sabonis, comment tu les aurais classés d'instinct Bah moi, au-delà du classement là? Je pense que j'aurais l'année dernière, en 2023, j'aurais plus mis Sabonis au-dessus. Je pense que c'est plus lui qui a permis ces schémas-là. Je pense que maintenant que les schémas fonctionnent plus, c'est de sa faute. Parce que rigide, en réalité. Et en plus de ça, je pense que il est trop handicapant des deux côtés du terrain dans certains trucs. Il coûte trop cher, entre guillemets. Donc là où Fox ne coûte rien en réalité. Peut-être qu'il a des limites, mais il a pas de coût. Donc ouais, non, je mettrais Fox au-dessus de Sabonis. C'est pas faux. Ok, bah faisons comme ça. Fox et Sabonis un peu collés. À quelle place du coup? À la 43 et 44? On est autour de la 40e, ouais. Okay. On est autour de la 40e. On aurait Maxey, puis Jamal Murray, puis De'Aaron Fox, puis Sabonis, puis Garland, puis Desmond Bane, puis Hartenstein. Ok, vendu. Ou alors on descend carrément jusqu'à Hartenstein, ça fait bas quand même, non? Non, c'est bien comme ça. Ok, bon ben restons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 29 janvier 2024 et c'est un 3 points en transition, action mémorable. 3 points en transition contre les Memphis Grizzlies. Qui est sur le terrain? Xavier Tillman, il était pas encore trade. Oui, il est là, ça y est. Let's go. Luke Kennard. Kennard n'est pas là, non. Ok, Vince Williams. Mais du coup, je fais que de répéter des noms de joueurs. les 3 noms de joueurs. Vince n'est pas là. Ok, donc il y a Zaire Williams. Non plus. Attends, pourquoi tu m'as dit Williams n'est pas... Pourquoi tu... Ok. Non, je dis Vince Williams. Vince n'est pas là. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a un mec qui s'appelle Williams qui est là? Non plus, non. Ah, ok. D'accord, ouais, je pensais qu'il y avait des... Il y a juste Tillman. Il y a juste Tillman pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il y a Desmond Bane, du coup? Et non, il est pas là, sinon c'est trop facile. Waouh. Il y a Jaren Jackson Jr. Oui, il est là. Ok. Il y a pas Zaire Williams. Il y a JJ Jackson? Non, il n'y a pas de JJ Jackson. On a quelqu'un qui sur les concerts, transporte le matériel. Merci beaucoup. Il y a David Roddy. David Roddy, ouais. Maintenant, les indices, ça devient des running gags. Maintenant, c'est l'humour d'exaspération, de répétition. On a quelqu'un, t'en as parlé déjà tout à l'heure, comment dire? Santi Aldama, Zach Conchar. Exactement. Okay. Exactement, Santi Aldama. Et le dernier, il a 6 bagues. Robert Horry? Non. Il a 6 bagues. Ah, ok. C'est le pote de Michael Jordan.
Ah putain, c'est Scottie Pippen Jr. Exactement, Scottie Pippen Jr. qui... Attends, alors, il faut que je calcule Scottie Pippen Jr. qui... Non, bref, je sais plus. Non, parce qu'il tu sais qu'il y a une histoire entre Michael Jordan et Scottie Pippen, là, d'ex-femme, de fils, je sais plus dans quel sens C'est c'est. pas le fils. Oui, mais du coup, oui, c'est le fils de Jordan qui. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, Qui est avec l'ancienne femme de Pippen. c'est ça. Exactement. Bon, bref, Scottie Pippen Jr. est sur le terrain. Donc voilà qui est sur le terrain côté Memphis et alors côté Kings, classique. Sabonis, Ouais, Fox, ouais, Barnes, Murray, ouais, Werther. exactement.